Merci. J'appelle donc Monsieur Asselin, François Asselin, donc président de la CPME. Bonsoir, prenez un micro, installez-vous avec nous. Alors vous allez être notre grand témoin, on est presque au terme de cette soirée, de cet événement. Qu'est-ce que vous retenez là? Une question assez simple au fond. Ce que vous avez entendu là à l'instant, ça vous parle forcément au nom des entreprises et des PME notamment? Oui, alors d'abord, monsieur le sénateur, vous avez un bon sénateur. Voilà, je vous ai applaudi, hein, parce que on sent que voilà, il y a le chef d'entreprise derrière l'élu, ça fait plaisir. J'ai retenu beaucoup d'idées, et puis en vous écoutant, finalement, je me suis dit, mais c'est des gens quand même, ces personnes qui ont la tête sur les épaules. Ce ne sont pas des ayatollahs du gasoil, ce ne sont pas des ayatollahs des stakhanovistes de la route. J'ai entendu parler de transition écologique, j'ai entendu parler de formation, j'ai entendu parler d'évolution de carrière, d'attractivité des métiers. Et pour autant, vous êtes des risques tout emmerdés par des risques rien. Voilà. C'est un petit peu ça les patrons de PME. Le risque rien, c'est pas une personne, hein. Mais c'est le règlement incompréhensible, la norme absurde, la loi bavarde. C'est ce qui fait que parfois ça vient grignoter votre envie d'entreprendre, notre ADN qui est que nous avons cette énorme qualité, à savoir nous savons conjuguer tous les jours à tous les temps le verbe risquer. Voilà. Et un pays ne peut avancer que s'il y a des hommes et des femmes qui ont cette envie de prendre des risques. Alors pas comme des sauvages. Il n'y a pas les sauvages là sur le plateau, hein, mais qui en attendant posent un acte volontaire de se mettre à leur compte, de reprendre une activité, parfois familiale, c'était mon cas, pour tout simplement continuer d'entreprendre et emmener le monde. Mais vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on demande? C'est ça, continuez à nous laisser d'entreprendre. Et occupez-vous du reste. Faites en sorte de réformer l'action publique. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on n'entend parler que d'une chose, c'est de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, de nouvelles réglementations, alors que le problème, il ne vient pas des entreprises, franchement. Et je trouve même que nous sommes extrêmement dociles. Mais franchement, pourquoi? Alors, j'appelle pas à la révolution, hein, ça ne résoudra pas notre problème. Mais nous sommes extrêmement dociles. Pourquoi? Parce que nous sommes les plus ponctionnés d'Europe. Et nous l'acceptons. On dit simplement, stop, pas plus. Et lorsque vous êtes dans une activité où la marge est ridiculement basse, je le vois bien, l'évolution de la sinistralité, l'activité des transports est quand même haut de l'affiche, ça veut dire que, avec toute l'énergie que vous mettez à la tête de vos entreprises, avec tous les risques que vous prenez, il en reste quand même pas beaucoup à la fin de l'année ou à la fin du mois. Et malgré tout, vous faites attention à la fin du monde. Vous posez la question de la transition écologique, énergétique. Vous voyez? Vous êtes des faiseux, et souvent nous sommes dans un monde où les diseux demandent aux faiseux de faire ce qu'ils doivent faire, ce qu'eux ne feront jamais. Vous voyez? C'est pour ça que nous, ce que nous disons par rapport à la directive CSRD, attention, il ne faut pas se tromper de combat. Il n'y a pas aujourd'hui un entrepreneur qui n'est pas conscient que la transition, qu'elle soit numérique, qu'elle soit écologique, n'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bien au contraire, c'est ce que j'ai entendu. J'ai fait, dans ma propre entreprise, j'ai une entreprise de charpente-menuiserie, j'ai 120 salariés. Et donc j'ai voulu être vertueux. Et donc j'ai fait la démarche du coq vert, donc porté par BPI. C'est d'ailleurs très intéressant. Et là, je trouve que c'est une démarche assez intelligente parce qu'on emmène tout son personnel dans cette démarche. Et là, vous faites appel à un consultant qui, bien sûr, ne connaît pas votre profession, mais par contre, qui sait vous parler de tous les dangers de la planète et finalement de la fin du monde. Et puis, vous avez une enquête dans l'entreprise personnelle à distance, numérique, auquel tous les salariés doivent répondre. Et après, vous avez le résultat de cette enquête et puis les axes pour décarboner votre activité. Alors moi, je suis charpentier-menuisier, bois, donc j'ai un impact carbone qui est extrêmement positif parce que la matière première, le bois, évidemment, c'est la seule matière première renouvelable. Donc n'hésitez pas à utiliser le bois, c'est important. Hein. Voilà, je le fais transporter, mais utilisez-le. Hein. Et dans la restitution, les deux éléments qui faisait que mon bilan carbone aurait pu être meilleur, c'est que dans le questionnaire individuel, le siège social est à Thouars, dans le nord de Sèvres. On n'est pas loin de la race partenaise. Excellente race de viande. Et donc le consultant a expliqué que
les collaborateurs de l'entreprise Asselin mangeaient trop de viande rouge. Alors là, je ne vous explique pas. Dans la salle, mes petits menuisiers charpentiers qui ont entendu ça, ils étaient de moins en moins écologistes. Voilà. Et ensuite, le deuxième vecteur, c'était le vôtre, c'était que ma flotte de véhicules, j'ai 47 véhicules, qui sont pour l'essentiel des véhicules utilitaires, j'ai 2 PL, hein, eh bien, étaient des véhicules thermiques. Il fallait que je change ma flotte. Le problème, c'est que, j'ai le même que vous, c'est que changer en véhicule utilitaire électrique, c'est 40% plus cher, voire 50% plus cher. Deuxièmement, je perds du poids utile en charge. Et troisièmement, vu que j'ai beaucoup de déplacements sur région parisienne, il faut s'arrêter à l'aller pour recharger le véhicule, au retour pour recharger le véhicule. Pendant le temps de recharge, si d'ailleurs vous trouvez une borne, parce que parfois c'est la guerre des bornes, ça n'a rien à voir avec Elisabeth, mais si vous trouvez une borne, eh bien il va falloir attendre le temps de recharger le véhicule. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de vos collaborateurs? Vous n'allez pas les payer? Vous allez les payer. Hein? Donc quand vous faites le calcul de votre transition écologique, énergétique, eh bien vous dites que si je suis le premier à le faire, eh bien je me casse la figure. Et donc là, c'est la fin du mois qui prime sur la fin du monde. Ce que nous demandons, nous, simplement, c'est de prendre en compte ces choses-là. Vous voyez? C'est tout simplement ce qu'on demande. Et moi, le combat que je porte, c'est un petit peu le même sens que, enfin, c'est un petit peu le même combat que portent les agriculteurs. D'ailleurs, j'aime bien le secteur des transports, et c'est sincère ce que je vais vous dire, parce que je trouve qu'il y a une similitude avec le secteur agricole. C'est que, tu vois, Alexis, je trouve que vous êtes quand même un laboratoire en merde, et généralement, vous les avez avant tout le monde. Donc, moi, ça me permet souvent de me dire, oh là, si ça commence à se crisper dans le secteur des transports, je ne vais pas être loin derrière, vous voyez, hein. Et c'est pas complètement faux ce que je suis en train de vous dire, hein. Et pour autant, vous êtes une activité, mais vraiment essentielle. Voilà. C'est-à-dire que le consommateur, d'ailleurs, est complètement illogique, hein. Il veut être livré rapidement et près de chez lui, mais en même temps, il ne veut pas de camions sur les routes. Voilà. Il veut des produits frais qui viennent d'à côté de chez lui, mais dès que c'est un peu plus cher, il va aller acheter des fraises espagnoles. Bon, cherchez la logique. Hein. Alors, je voudrais oui. peut-être vous poser une question, hein, quand même. Oui, on a la chance de vous avoir. Vous avez fait 2 mandats, ça fait 10 ans. Oui. Hein, vous êtes président. Oui, je suis prêt pour en faire d'autres, mais ça s'arrêtera. Voilà. Alors justement, il faut. Non, mais là, ce qui était peut-être important, et c'est pour ça aussi qu'il était important de vous avoir avec nous ce soir, c'est, bon, vous avez été 10 ans président de la CPME, c'est un poste à responsabilité, à visibilité. Oui. On ne va pas faire le bilan parce que, voilà, mais par contre, quand même, que retirez-vous de ces 10 ans où vous avez été aux responsabilités et maintenant que vous avez passé le flambeau, qu'est-ce que vous pourrez dire demain? Là, vous pouvez être pas trop politiquement correct, vous allez passer le mandat, vous pouvez vous lâcher un petit peu, peut-être. Oui, hein. Mais si vous voulez, en fait, je vous assure, c'est sincère, j'arrive pas à en voir la fin. Parce que ça s'arrête le 21 janvier, mais je suis tellement dans l'action, parce qu'il y a le projet de loi de finances, il y a le PLFSS, bien sûr. Et la situation économique est quand même, voilà, politique est pas très stable, donc j'arrête pas. Donc je me poserai cette question le 22 janvier, mais souvent, mon retour d'expérience, c'est que d'abord, et Alexis, je pense que tu peux partager ça, on passe une énergie folle à éviter des conneries, et beaucoup moins de temps à préparer l'avenir. Voyez, c'est-à-dire que nous sommes une vraie colonne vertébrale du pays, nous, entrepreneurs. 4 millions d'entrepreneurs dans le pays. C'est une vraie colonne vertébrale. Hein. Il faut s'appuyer sur cette colonne vertébrale, parce que c'est elle qui crée la richesse de notre pays. Voyez, et souvent, en tant que représentant des PME, je suis toujours reçu avec beaucoup de bienveillance, parce que PME c'est 3 lettres magiques. Voilà. Et on nous aime, nous, patrons de PME, et on a raison de nous aimer. Mais, comme disait tout à l'heure monsieur le sénateur, il faut des preuves d'amour. Et le problème que j'ai souvent, c'est que cette bienveillance, eh bien, elle n'est quasiment jamais retranscrite dans les actes. C'est-à-dire que vous rencontrez le président de la République en disant « Écoute, tout le système normatif qui est en train de se déployer, la cotation extra-financière des entreprises, le devoir de vigilance, attention, c'est une immense connerie. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire en matière normative, mais c'est pas comme ça que... Oui, tu as parfaitement raison, il faut arrêter le bazar. Et la semaine d'après, vous entendez le même président avec Pascal Canfin à Bruxelles, sous l'ancienne mandature, on va accélérer la transition. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, on s'est pas compris, vous voyez. Vous allez rencontrer un parlementaire, écologiste à Bruxelles, qui dit, mais les PME, mais c'est vous qu'on défend, c'est vous qu'on défend.
Et c'est pour ça qu'on travaille sur le devoir de vigilance, pour pas que vous fassiez manger par les gros, etc. Et là, il me dit, et d'ailleurs, tu vois, je suis allé au Brésil faire une étude sur l'exploitation du bois. Et j'ai pas pu rentrer dans la scierie. On nous interdisait de voir si le bois était éco-certifié, etc. Hein, et on s'est aperçu quand même que c'était des enfants qui rentraient, qui sortaient de l'usine. Hein. Et bien tu te rends compte, le devoir de vigilance, on va le mettre en place pour éviter ça. Et dans le devoir de vigilance, il y a la responsabilité pénale des entreprises jusqu'à 50 salariés, y compris du conseil d'administration. Là, je lui dis, tu vois, c'est marrant ce que tu es en train de me dire. Parce qu'il m'arrive parfois de faire des terrasses de piscine avec une essence de bois qui s'appelle l'IP, qui est une excellente essence, qui est brésilienne. Hein. Et là, il commence à me regarder, oui, et alors? Mais je dis, tu vois, j'ai un certificat FSC. Il dit, oui, mais ils sont quasiment tous faux. Mais je dis, oui. Mais je dis, mais quel est moi, mon pouvoir de vérifier si ce certificat, il est faux? Oui. Alors tu vois, ta loi, là, on va jusqu'au bout. Demain, le gars du coin qui va écrire au procureur de la République en disant, dis donc, dans l'entreprise Asselin, ils transforment du bois qui n'est pas éco-certifié, ils ne peuvent pas le prouver. Mais lui, il appliquera la loi, il appliquera la règle. Voilà. Quels sont mes moyens coercitifs pour aller empêcher les enfants de travailler dans une scierie au Brésil? Aucun. Et là, sans réponse, il dit, oui, tu comprends, il faut bien commencer par quelqu'un. Ah, je suis content, j'apprends que je vais être guillotiné le premier. Vous voyez, c'est toute cette ambivalence où nous sommes aimés, mais on n'arrive pas concrètement à poser des mesures qui correspondent à notre vie de tous les jours. Alors que, foncièrement, nous sommes des gens de bonne composition. Donc il vous reste encore quelques semaines pour passer ce message. Je ne veux pas m'en priver, je peux vous le dire. Voilà, beaucoup d'énergie. Voilà, beaucoup d'énergie, mais il faut, parce qu'on le mérite, très sincèrement. Voilà, vous méritez d'être défendu, on mérite, entre guillemets, pour ce que nous sommes, pour ce que nous représentons, d'être entendus. C'est pour ça que nous allons nous battre à la rentrée, monsieur le sénateur, je vous regarde, sur le projet de loi simplification. Monsieur le ministre, qui nous a rejoint. Et je vous laisserai... Parce que là, il y a un vrai sujet, et je suis même persuadé qu'on peut faire des choses intelligentes. En tout cas, là-dessus, nous avons des idées bien arrêtées à la CPME. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.